Hi everyone, so welcome to this new video. This video is going to be a little bit different from usual because it is a explanation about my university degree. I'm currently doing what is called a foreigner applicated languages degree, which is about languages, and next to that I have some economy stuff related. Yeah, I hope you're gonna enjoy this video, and I'm gonna put a kind of a PowerPoint that I did at the same time so it's easier for you to understand than just listening to me and watching me. Yeah, I hope you're gonna like it. La licence CLEA, tout d'abord, on va avoir on va avoir deux langues. La première c'est anglais obligatoire et la deuxième c'est une au choix parmi ce que l'université vous propose. Il faut savoir que les langues diffèrent selon les universités. Et ensuite, à côté, on va avoir des cours qui s'appellent matières appliquées. Les matières appliquées, du coup, ce sont les matières qui vont être beaucoup plus en symbiose, on va dire, avec l'économie, tout ce qui est business, économie, tout ça. Par exemple, je peux vous citer celle que j'ai eue au cours de l'année. Il y avait de l'économie, du droit au premier semestre avec rédiger son projet. Rédiger son projet, c'est pour apprendre à faire des lettres de motivation et son CV. Il y a bureautique de gestion pour apprendre à gérer en fait Excel. Donc ça c'est très important hein, quand on pose notre candidature pour un poste, c'est assez important de savoir faire du Excel. Ensuite, au second semestre, les cours ont changé et j'ai eu management, histoire des idées et des faits économiques. J'ai également eu... il me semble que c'est tout. Je crois que c'était les seuls. Oui, c'était tout à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les matières appliquées, qui sont vraiment beaucoup plus en lien avec tout ce qui va être économie, entreprise, business. Donc au niveau des langues, au choix, puisque l'anglais est obligatoire, vous avez soit les langues dites débutantes, soit les langues dites non débutantes. Pour les langues débutantes, on va avoir le chinois, le japonais, le portugais et le russe. Et pour les langues non débutantes, ça veut dire qu'il faut prouver son niveau soit par un test, soit par ses notes de lycée. Par exemple, si vous avez LV2 espagnol, il va falloir montrer vos relevés de notes pour prouver que vous avez le niveau en espagnol. Et donc, les non débutantes, c'est arabe, espagnol, italien et allemand. Voilà. Donc ça, c'est pour les langues. Voilà. Après, vous prenez celle que vous voulez. Malheureusement, dans notre université, il n'y a pas le coréen. C'est un peu dommage. Cependant, il y a LLCE coréen et c'est là que c'est différent. Donc voici les différences du coup avec la LLCE. La LLCE, c'est du coup langue, littérature et culture étrangère. Comme le dit son nom, c'est très centré sur tout ce qui va être littéraire, littérature, culture. Tandis que la LEA, c'est très centré sur d'un côté les langues, mais on ne va rien voir de littéraire. C'est vraiment... Enfin, sauf peut-être en anglais, mais très rapidement. Puisqu'on a le cours de civilisation britannique au premier semestre et au second semestre c'est civilisation américaine. Mais c'est beaucoup plus centré voilà, sur tout ce monde un peu de l'entreprise, de l'économie. Les langues qu'on apprend, c'est vraiment, il y a vraiment très peu de littérature, vraiment très peu littéraire je trouve. Après ça reste tout de même très intéressant. Donc ça dépend vraiment de vos choix. Si vous avez plus tendance à préférer quelque chose de littéraire que d'économique, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de maths dans la licence LEA. Donc si c'est ça qui vous retient, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de calculs. Ensuite, dans la licence LEA, en troisième année de licence, il va falloir qu'on se spécialise dans 3 branches au choix, dont 2 qui sont sélectives. Donc on va soit se spécialiser en commerce international, c'est celle qui prend généralement le plus de gens puisqu'elle est non sélective. Soit on se spécialise en communication internationale, la communication internationale est sélective. Et la troisième, c'est développement économique à l'international, qui est elle également sélective aussi. Donc ça, c'est la spécialisation qu'on devra faire en L3. Il est possible, après cette spécialisation en L3, de faire un master qui suit toujours cette spécialisation. C'est ce qu'on appelle les masters qui suivent la LEA, ou les masters LEA si on préfère. C'est possible de faire un autre master, c'est pas obligé de faire un master en lien avec cette spécialisation-là. Mais la L3 reste quand même, enfin, on est obligé de se spécialiser. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on devra faire un stage. Si je dis pas de bêtises, c'est 6 semaines. Mais je suis pas sûre exactement, il faudra que je me renseigne. Ensuite, on va avoir la mobilisation à l'international. Tout d'abord, on peut soit partir avec Erasmus, donc dans ce cas-là, ça veut dire que ça concerne seulement l'Europe. Si jamais vous faites des langues asiatiques comme c'est mon cas, vous pouvez trouver des cours de cette langue dans un autre pays, généralement des pays plutôt anglophones. Et vous pouvez du coup prendre des cours là-bas, mais si c'est pas assez si ça correspond pas assez à votre licence, dans ce cas-là, vous serez obligé de redoubler votre semestre. Ça, c'est juste le risque à prendre.
Ou sinon, vous avez les relations bilatérales qui, elles, du coup, concernent vraiment tout le globe. C'est vraiment à l'international, dans n'importe quel pays. Par exemple, si, comme moi, je suis en LEA anglais-chinois, j'ai la possibilité de partir en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, en Thaïlande. Enfin, vraiment tous les pays d'Asie, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que il faut que votre université ait des universités partenaires à l'étranger. Nous, c'est le cas. C'est pour ça qu'on peut faire cette mobilisation internationale. Ensuite, juste ici, vous aurez du coup un exemple de mon emploi du temps au second semestre. Donc, en tant que LEA, on a beaucoup plus d'horaires que LLCE. Ça, il faut le savoir. Cependant, ça reste tout de même correct. Je pense qu'au deuxième semestre, j'étais autour de 21 heures, alors que au premier, j'étais à 25 heures, je crois. C'est moins que ceux qui sont en japonais. Ceux qui sont en japonais sont autour de 30 heures par semaine. Donc ça aussi, suivant le choix de votre langue, il faut que vous soyez assez au courant des horaires de planning qui peuvent être enfin, disons qu'il y en a certaines qui sont enfin, c'est vraiment très lourd sur une semaine. Si vous voulez travailler à côté, ce sera un peu compliqué. Donc par exemple, voilà, le lundi, je faisais 14h-16h. Et encore, le matin, j'allais à un cours auquel j'étais pas inscrite. C'était le cours de coréen, mais comme je connaissais le prof, j'ai pu accéder au cours. Le mardi, je faisais 8h20, 18h. Mais là, c'est un petit peu tricky parce que alors si je dis pas de bêtises, c'était de midi 30 il me semble, à 16h30, j'avais un énorme trou, j'avais rien. Du coup, c'est à ce moment-là que je faisais des cours de coréen-français avec mon amie coréenne. Le mercredi, c'est là où c'était ma plus grosse journée, c'était vraiment très complet. Je faisais du coup 8h20, 18h15. C'est là où j'ai vraiment, enfin, pas beaucoup de pauses. Après, voilà, c'est des cours qui sont assez importants. Traduction, c'est un des cours que j'aimais le moins, mais bon, ça dépend de chacun. Le jeudi, j'avais juste mis un CM le matin et je me suis dit que si j'avais pas envie d'y aller, j'irais pas. Mais au final, je suis allée à tous mes CM. C'est très important d'aller à tous ces CM. Parce que voilà, enfin, c'était un peu compliqué de le mettre ailleurs et puis j'avais pas envie non plus enfin, que mes autres journées soient trop lourdes. Et le vendredi, c'était une de mes journées préférées parce que c'est le jour où j'avais seulement du chinois. Donc j'aimais beaucoup ce jour-là. Je faisais 9h, non, 8h50, oui, bon, 9h, 16h10 à peu près. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes horaires du coup du second semestre. Voilà, maintenant qu'on a parlé de la LEA, maintenant on va parler de la LEA anglais-chinois, donc celle que je fais, et je vais vous parler surtout des cours de chinois, ça c'est très important. Donc au niveau des cours de chinois, je vais d'abord vous parler des cours que j'ai eu au premier semestre. Au premier semestre, j'ai eu un cours, je vais y arriver, qui s'appelle méthodologie du chinois. Méthodologie du chinois, le contenu n'a rien à voir avec le nom. Je m'attendais à quelque chose de très, enfin, méthodologie dans le sens comment bien apprendre le chinois ou ce genre de choses. Et finalement, c'était très numérique. En fait, ce cours-là a consisté à faire des recherches sur Internet. Et à côté, on a dû faire... C'est le seul cours où j'ai dû faire une présentation orale. Et la présentation orale, c'était qu'il fallait trouver 2 outils qui nous permettaient d'apprendre le chinois. Donc moi et mon groupe, on avait décidé de faire un site internet que le prof nous avait conseillé. Et à côté, on a parlé des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes qui apprennent les langues. On avait pris l'exemple d'un compte sur Instagram, Silk Mandarin School, je crois, et d'une chaîne YouTube, mais je ne me rappelle plus du nom de la personne qui fait ces cours-là. C'était très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. L'oral était bien évidemment en français, puisqu'on n'a pas encore le niveau pour faire des oraux en chinois. Mais voilà, c'était assez bien. Ensuite, on avait le cours d'écriture chinoise. Écriture chinoise, c'est vraiment la base, c'est là où on apprend à écrire tous les caractères, qu'on apprend également le sens et l'ordre des traits, parce que ça c'est très important quand on apprend le chinois. Ensuite, il y a le cours de grammaire. Grammaire, au départ, c'est assez simple. Au premier semestre, c'est assez simple. Ça reste très centré sur les bases, hein, comment bien former une phrase, où se place le verbe, où se place le sujet, tout ce genre de choses qui sont plutôt simples. Ensuite, on avait compréhension écrite. Au premier semestre, compréhension écrite et grammaire, c'était un cours ensemble. Compréhension écrite, on avait un petit groupe de caractères, je pense une dizaine peut-être. Et en dessous, on avait des phrases en chinois qu'on devait traduire en français. C'était tout simplement ça. Ça nous permettait du coup, nous, de savoir un peu comment formuler des phrases, donc c'était assez intéressant. Ensuite, on avait civilisation chinoise. Civilisation chinoise, au premier semestre, c'était un peu plus compliqué qu'au deuxième, je trouve. Après, ça dépend vraiment des profs. On apprend vraiment la culture de Chine. Là, on avait appris au premier semestre les premières traces d'écriture en Chine. On avait appris un peu d'histoire, enfin, pas dans sa profondeur, mais en surface, on avait appris un peu les guerres d'opium, enfin, tout ça, tout ça. On avait parlé de la natalité en Chine également, les inégalités du coup hommes-femmes qu'il pouvait y avoir en Chine suite aux natalités du coup.
Et on avait vu aussi le cas de ce qu'on appelle des enfants fantômes suite à la politique de l'enfant unique. Donc c'était vraiment très intéressant. Et enfin, le dernier cours du semestre, c'était un cours qui s'appelle oral chinois. Oral chinois, c'est le seul cours où on va pratiquer l'oral. Généralement, c'est à peu près 2 € par cours de 2 minutes et ça se fait en binôme en fait. On reste à nos places. Et le prof nous fait un cours sur des caractères, sur des mots, des phrases, etc. Et une fois qu'il nous a fait ce petit cours, nous, on va tous devoir créer en binôme un dialogue et le prof va nous interroger pour le lire à voix haute. Donc c'est juste vraiment pour pratiquer notre prononciation, les accents. Les accents sont très importants. Et voilà, ça c'était vraiment le seul cours où on avait des oraux. Ensuite, au second semestre, les cours ne changent pas trop. On a juste supprimé méthodologie du chinois. On a gardé écriture chinoise et là, on rentre vraiment dans des caractères qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus de traits. Mais ça reste tout de même assez simple, hein. Il suffit juste de les écrire 10 fois et ça rentre assez facilement. Ensuite, on avait le cours de grammaire. Là, la grammaire aussi s'est complexifiée, notamment avec les locutifs, les locatifs. Oui, avec les locatifs. Il y avait également les usages de certains mots qui avaient plusieurs sens. Par exemple, le duo, qui peut s'utiliser dans plein de phrases et suivant sa place dans la phrase, il ne voulait pas forcément dire la même chose. Et c'est là où du coup le cours de compréhension du premier semestre devient le cours de version au second semestre. Ça reste toujours la même chose, hein. Un petit groupe de 10 caractères, des phrases qu'on traduit en français, sauf que là encore une fois les caractères, les expressions se complexifient un petit peu, mais ça reste toujours assez simple. Ensuite on a le cours de thème, expression écrite. Ce cours-là, ça va être l'inverse du coup. Ça va être des phrases en français que nous on va devoir traduire en chinois en respectant les règles de grammaire chinoise du coup. Et ensuite, on va avoir le cours de civilisation chinoise que j'ai trouvé beaucoup plus amusant au second semestre. Après, ça part vraiment de sentiments personnels, hein, ça dépend de chaque personne. On a travaillé sur Taïwan, c'était le premier chapitre. Ensuite, on a parlé de Hong Kong pendant l'Empire britannique et ensuite sa relation avec la Chine continentale. On avait parlé du pouvoir en Chine, comment c'était organisé, qui était au pouvoir, comment se passaient les élections, enfin vraiment tout ça, c'était très intéressant d'ailleurs. Et le dernier chapitre dont on a parlé, c'était la sexualité en Chine. C'est extrêmement tabou et donc du coup on a parlé un peu de tout ça, de la sociologie en Chine, etc. Donc c'était vraiment très intéressant, c'est pour ça que j'ai préféré au second semestre. Et ensuite, on a toujours encore une fois le cours de oral chinois, ça ne change pas, toujours 2 € à peu près par cours. Toujours en binôme, le prof nous apprend toujours des mots. D'ailleurs, je pense que c'est important de vous le préciser, mais l'examen en fait de ce cours-là, de l'oral chinois, c'est un oral de 8 minutes avec le professeur. C'est pas très compliqué, généralement on revoit simplement les mots qu'on a vus tout au long de l'année et ça va, hein. Faut pas trop stresser pour ça. Voilà, ensuite, moi j'ai eu l'occasion de prendre une option dans cette licence. Et mon option c'était renforcement chinois parce que voilà, en première année j'avais un peu peur, j'avais vraiment envie de consolider en fait mes bases de chinois et de partir sur de bonnes bases. Au second semestre j'ai voulu changer mais c'était pas possible parce que ce n'est pas possible de changer d'option pour une autre langue. Il faut attendre l'année d'après finalement, donc c'est ce que je ferai. L'année prochaine je prendrai autre chose. Mais voilà, renforcement chinois qui était un cours tout aussi bien. C'était un cours très ludique, on a fait beaucoup de jeux ludiques, on a fait il y avait beaucoup de participation. Après je pense que c'est aussi parce qu'on avait une très bonne prof, mais ça dépend, le contenu peut varier, donc c'était assez intéressant. Voilà, ensuite au niveau des bases qu'on va apprendre en début du chinois, d'abord il faut savoir qu'il y a un stage de pré-rentrée. Ce stage de pré-rentrée il dure 2 après-midi je crois, et c'est en fait juste pour s'informer un petit peu sur le chinois avant de commencer les cours, parce que quand on commence les cours, on commence vraiment. Et donc au tout début, les premiers cours ils étaient centrés sur 4 choses. Tout d'abord il y avait le pinyin. Le pinyin c'est la phonétique en fait chinoise. Chaque caractère a un pinyin. Donc c'est un mot en romanisé. Donc c'est des lettres romaines, c'est l'alphabet occidental. Et chaque caractère, par exemple la lune, c'est UE. Et ben du coup ça nous permet de savoir comment on le prononce. Sachant que un mot en pinyin peut avoir plusieurs caractères et un caractère peut avoir plusieurs pinyins. Donc ça dépend. Mais pour le moment au début c'était vraiment simple. Ensuite on va avoir les caractères. Donc tout d'abord on va avoir les caractères très simples. Plus tard on verra que ces caractères se retrouvent dans des combinaisons de caractères. Mais pareil ça reste assez simple. Par exemple Ming. Ming c'est la combinaison de soleil et de lune. Et ça veut dire lumineux.
Donc on peut pas faire plus lumineux que ça. Ensuite, on va voir le vocabulaire. Le vocabulaire, au départ, on est obligé d'apprendre des mots de base. Les verbes, par exemple, aller, être, acheter, ou alors du vocabulaire comme un livre, une personne, un chien, un chat. Bon, ça, on l'a appris un peu plus tard. Mais vraiment du vocabulaire assez simple pour au moins savoir formuler des phrases. Et ensuite, on va avoir le cours de grammaire. Comme je disais, grammaire, au départ, c'est très très simple. C'est vraiment comment est-ce qu'on organise la phrase en chinois, où se place le verbe, où se place le sujet, le complément de lieu, le complément de temps. Mais c'est vraiment juste des bases pour solidifier vraiment le début. Au final, c'est comme toute langue. Le début est toujours assez simple parce qu'il faut vraiment qu'on voit les choses simples, faciles, de base. Donc, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Voilà, ensuite j'aimerais qu'on parle de l'ambiance en LEA anglais-chinois. C'est peut-être que ma perception des choses, mais je trouve qu'on a une très très bonne ambiance, qu'il y a de très bonnes valeurs qui sont partagées dans ma licence. Tout d'abord, il y a une cohésion entre étudiants, tout le monde s'entend très bien. Aucune personne n'est mise de côté, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, il y en a qui le font d'eux-mêmes, mais généralement ils sont tout de même tout le temps adhérés dans un groupe, donc ça c'est assez bien. On a même un groupe Instagram sur lequel on communique et on se donne toutes les informations. Il y a également une très bonne relation entre les professeurs et les élèves. Je trouve que j'ai de meilleures relations avec mes professeurs de chinois que mes professeurs d'anglais. Après, encore une fois, ça dépend de chaque individu, mais moi c'est mon cas. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus... Déjà, on est moins. En chinois, on voit toujours les mêmes personnes. On est à peu près... Alors, en début d'année, on devait être 60-70. Et là, au second semestre, on était un peu moins d'une quarantaine, je pense. Donc, on se connaissait vraiment tous, ce qui était vraiment bien. Et c'est pour ça que je trouve que la relation avec les professeurs est un peu plus facile. Dans le sens où, comme on n'est pas beaucoup et comme on apprend une langue qui est très différente de l'anglais, que personne n'a jamais appris, c'est très intéressant, l'échange élève-professeur. Ensuite, il va y avoir l'apprentissage du coup de la culture chinoise et de son histoire, mais comme c'est une licence avec une langue asiatique, forcément, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Et moi, j'aime beaucoup. Vu que j'adore la culture asiatique, j'aime beaucoup. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme dans ma licence. Les gens ne sont pas trop pessimistes, donc c'est quelque chose que j'ai relevé, que j'ai beaucoup aimé. Surtout lors des examens, on était tous en train de se motiver et on était tous assez positifs. On a tous eu de bonnes notes d'ailleurs. La majorité a eu de bonnes notes, après, ça dépend de chacun. Donc je trouve que c'est vachement bien, c'est très... ça nous aide vraiment à avancer, je trouve, j'aime bien. Ensuite, il y a l'ouverture sur le monde, donc avec la mobilisation, mais pas que. On a aussi le mercredi midi, à l'université, il y a le café langue chinois. Le café langue chinois, en fait, on se retrouve dans une salle, pas tous les élèves, en fait, ça c'est vraiment quelque chose d'indépendant. C'est notre bibliothèque de notre bâtiment qui fait ça. Donc on se retrouve dans une salle, sur la pause méridienne, on mange ensemble et on fait des jeux. Et là, comme c'est le café langue chinois, on doit parler en chinois. Et donc tout le monde peut venir. On n'est pas obligé d'être en licence LEA pour venir. On peut être en LLCE chinois, on peut être un étudiant chinois qui apprend l'histoire. On peut venir parce qu'on parle chinois. Il faut juste être intéressé par la langue et savoir un minimum la parler. Au départ, c'était un peu dur pour moi puisque je ne parlais pas trop la langue, mais c'est devenu assez rapidement facile. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On a pu rencontrer d'autres élèves. Aussi, dans notre bibliothèque, il y a un mur sur lequel on peut placer une fiche avec nos noms, les langues qu'on apprend, les langues qu'on souhaiterait apprendre. Et donc les gens peuvent nous contacter pour nous aider à apprendre cette langue. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'était une super idée. Et enfin, le dernier, c'est qu'il y a beaucoup de goûters avec de la nourriture asiatique. Ah là là, alors là, en fin d'année, j'ai fait pas mal de goûters vu que du coup, on ne reverra certains... Il y a certains profs qu'on ne reverra pas. Donc on a fait certains goûters et c'était trop bien parce qu'on a bien mangé. On a pu tous vraiment partager en fait des snacks de la culture asiatique et c'était trop cool. Moi, j'ai trop aimé. Voilà, donc c'est la fin de ces explications. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Et si jamais vous choisissez de faire une licence LEA ou une licence LEA anglais-chinois, je vous souhaite bon courage et vous allez y arriver. Il faut vraiment pas perdre espoir. Il faut avoir de la volonté, rester motivé et vous allez réussir vos études, bien sûr. Donc bon courage à tous. Bye bye.